C'est la justice qui élève une nation. Madame, Messieurs, bienvenue à vous à notre magazine autour des questions d'actualité. C'est votre magazine que vous avez l'habitude de suivre tous les jours, Si j'ai annoncé que c'est la justice qui élève une nation, parce que nous allons recevoir pour vous ce soir un juriste. Et ensemble, on va essayer de parler de notre justice, la RDC, surtout avec des bavures policières. Vous venez là de suivre comment Olivier, le jeune homme de 32 ans, Olivier Punga, a été torturé par la police et bien, il a connu la mort par la suite. Alors nous allons essayer d'analyser avec Maître Maurice Banza. Maître, bonjour. Bonjour Madame la Bonne année à vous. Bonne année, merci par exemple. Vous avez des vœux à présenter à votre famille et à votre... Également, on ne peut pas manquer. Oui, c'est la coutume. Oui. C'est la coutume. Oui. Je présente mes vœux le meilleur à ma petite famille. Je présente également mes vœux aussi à mes deux enfants. Okay. En tout cas, Yossifia et Yoni. Bonne année à vous les petits. Alors, vous êtes président de la dynamique Justice pour tous, c'est ça. En même temps, vous êtes aussi secrétaire général de la CEMAP. CEMAP qui veut dire Coalition de mouvements associatifs patriotiques. Ok, vous mettez ensemble les mouvements citoyens, associations. Oui, nous fédérons toutes les associations, qui prônent les valeurs patriotiques. Ok, mais c'est un grand travail. Hein? Oui, c'est un Apparemment, grand vous n'avez pas la même vision. Qu'est-ce que vous faites pour mettre tous ensemble? Bon, ce qui nous met autour d'une même table, c'est d'abord le dénominateur commun que nous avons, c'est la patrie. Ok. Donc vous aimez votre nation. Nous aimons notre nation et toute association qui aime sa nation, c'est voir être reçue dans la CEMAP. Vous vous comprenez facilement aussi? Très facilement. Ok, il y a des conditions d'adhésion, tout ça? Bon, il n'y a pas de condition d'adhésion. L'adhésion, elle est gratuite. Oui. Déjà au sein de la CEMAP, c'est question juste de formaliser son adhésion. Ok, c'est très bien. Alors, vous êtes président de la dynamique Justice pour tous, qui existe depuis quand? La dynamique Justice pour tous existe depuis déjà plus de 2 ans. Ok. Depuis déjà plus de 2 ans que nous avons créé cette dynamique pour enfin répondre aux besoins de la population. Il y a cette population qui se voit aujourd'hui incapable de pouvoir accéder dans la justice. Okay. Donc nous disons, nous aujourd'hui, Dynamique Justice pour tous, être à proximité de ces gens-là pour pouvoir leur apporter notre soutien en tant qu'association. Okay. Alors nous leur venons en aide en plaidant leur cause, nous leur venons en aide en les accompagnant tout au long de procédures judiciaires jusqu'à ce qu'ils sans rien demander. Sans rien demander. C'est du bénévole. Ça existe aussi? Ça existe. Ok, ah bon? Ça existe. Ah, c'est noté alors. Donc si on a un problème, on peut contacter Maître Maurice Banza. Si vous avez un problème à la justice, vous pouvez seulement nous contacter en tant que Dynamique Justice pour tous. Nous allons vous soutenir, nous allons vous assister sans rien payer. Et vos émoluments, je ne sais pas comment vous appelez, comment vous faites pour les honoraires, pour se déplacer, tout ça, et qu'est-ce que vous faites alors? Nous avons mis de côté cette option-là. Nous avons mis de côté cette formule d'honoraires. Okay. Alors, lorsque vous venez, vous êtes membre de notre association, nous vous accompagnons dans tout le problème de justice. Ok, c'est très bien. Alors, puisque vous êtes dans la justice, vous accompagnez les démunis, comme qui dirait, les gens qui n'ont pas assez de moyens pour obtenir justice. Comment voyez-vous notre justice alors? Bon. Parce que vous êtes tout le temps devant les barreaux, les magistrats. Déjà, s'il faut commencer par relever les failles de notre justice actuelle, je commencerai d'abord par dire que notre justice pose de nombreux problèmes. Et déjà, c'est cette manière de dévalorisation du travail de l'agent de l'État. Parce que les magistrats sont des agents de l'État, mais à un caractère un peu spécial. Et les magistrats et les policiers. Vous remarquerez que cette catégorie des agents ne sont pas trop valorisés de par d'abord leur rémunération, de par déjà les financements de cours et tribunaux. L'État vraiment ne s'implique pas dans ce financement aux cours et tribunaux. Vous voyez que même il y a même des lenteurs dans les prises de décisions, il y a même des lenteurs dans plusieurs prononcés. Vous remarquerez que ce sont les cours et tribunaux qui se donnent plus aux justiciables pour que ces mêmes justiciables puissent se financer pour
voir leurs décisions être prononcées. Ok. Donc, si nos magistrats sont bien rémunérés, vous pensez on parlera plus de la corruption ici en RDC? Tout à fait, Okay. tout à fait. Parce qu'aujourd'hui, les magistrats font, je peux dire, ils sont en train d'user de leur pouvoir en tant que magistrats, déjà pour faire pression aux justiciables, aux accusés, pour enfin essayer d'exiger une demande financière. Mais c'est toujours comme ça. Que vous ayez tort ou raison, mais si vous n'avez pas d'argent, il n'y a pas de justice pour vous. C'est ça. Voilà pourquoi nous existons. Mais vous êtes des avocats quand même. Il faut quand même plaider pour nous, les pauvres. Madame, il faudrait comprendre que la justice d'abord coûte cher. Okay. Et la justice coûte cher. Et si aujourd'hui, nous nous levons en tant que dynamique justice pour tous pour plaider les causes des démunis, c'est juste pour ça. Parce qu'on ne voit pas aujourd'hui, même pendant l'instruction préjuridictionnelle, vous remarquerez que c'est là où il y a beaucoup de couacs. Vous comprenez? Il y a beaucoup de couacs. Il y a la caution d'abord qui existe. La caution, elle est légale. La caution, elle est légale. Elle est légale. Mais lorsque le magistrat fixe la caution, vous remarquerez que la caution est perçue par le magistrat lui-même. Et cette caution ne va pas. C'est ça aussi le problème. Il n'y a pas de reçu, il n'y a rien. Qui prouve que vous avez donné quelque chose. Et puis si le magistrat est fatigué du dossier, il dit bon, je suis fatigué, alors je veux renvoyer votre dossier ailleurs. Alors, tous ces problèmes-là, vous remarquerez que déjà au niveau du parquet, lorsque le dossier est instruit, nous en tant qu'avocats, lorsque nous assistons les clients, déjà lorsque vous approchez pour voir le magistrat qui vous dit non, maître, les faits sont graves. Et quand il vous dit que les faits il dit ça pour faire sortir beaucoup d'argent, c'est ça. Attendez-vous déjà à faire couler. C'est leur façon de parler alors. C'est leur façon d'inculper en fait aussi et de chercher aussi d'accentuer d'un côté ces demandes financières. D'accord. Alors vous avez suivi avec beaucoup d'attention le dossier d'Olivier Punga. Vous êtes aussi avocat, vous êtes juriste. J'aimerais d'abord avoir vos impressions par rapport à ces dossiers. Déjà, madame, j'aimerais ici dire que les bavures policières, c'en est trop. Des trop, hein? C'en est vraiment de trop. Pourquoi? Parce que nous remarquons que dans les arrestations, que ce soit au niveau du parquet ou au niveau de la police, cette manière de faire ne nous plaît pas du tout en tant qu'avocat. Ne nous plaît pas du tout en tant qu'avocat. Vous remarquerez que même la présomption d'innocence est bafouée, alors que c'est un principe légal. Vous comprenez? Et lorsque j'aimerais bien comprendre si l'accusé ou le prévenu ne coopère pas avec la justice, c'est alors qu'on fait un peu pression vers lui, puisqu'on dit toujours que l'État, on ne fait pas bras de fer avec l'État, un truc de ce genre avec la justice. Mais vous comprenez qu'une personne qui coopère facilement avec la justice, il se voit être torturé. Ça n'a pas de sens. Mais est-ce qu'Olivier avait coopéré avec la justice facilement? Mais puisqu'il était là-bas, madame, puisqu'il était là-bas, ce qui fait mal même, c'est la vidéo qui circule les réseaux sociaux. Vous remarquerez que cette vidéo n'a pas été filmée par Olivier. Cette vidéo a été filmée par les éléments de service spéciaux. Mais il faisait ça en âme et conscience, c'est ça. Il savait que non, au finish, nous allons les tuer. Voilà, donc il savait ce qu'ils étaient en train de faire. Donc ces genres de torture, nous condamnons cela. Nous condamnons cela. Et même dans les arrestations, même au niveau du parquet, les inspecteurs et tous ces mondes-là, nous exigeons seulement que lorsqu'ils vont pour arrêter quelqu'un, si cette personne coopère avec la justice, amenez-le calmement répondre à la justice. C'est tout simplement ça. Alors, j'aimerais bien savoir, parce que vous êtes juriste du domaine, quelle est donc la procédure pour arrêter quelqu'un? Est-ce qu'il faut venir avec des policiers et surtout avec nos policiers, je ne sais pas quoi dire, apparemment ils ne sont pas vraiment pas bien formés, mais je ne sais pas, bien formés, c'est ça les termes. Pour arrêter quelqu'un, ça pose toujours un problème, il y a des insolences, mais quelle est la procédure en tant que juriste? Bon, ce qui est vrai, lorsqu'une personne déjà est accusée en justice, il y a de ceux qui ont cette manière, cette peur de dire que si je vais là-bas, on va m'arrêter. Vous comprenez? Mais généralement, on n'arrête pas les gens. Généralement, on n'arrête pas. Si vous coopérez avec la justice, je pense que, et que vous savez bien vous défendre,
et il n'y aura rien. Mais la loi du plus fort domine toujours. C'est le cas d'Olivier Ponga. Il paraît que les policiers étaient financés pour torturer le monsieur. C'est ça le problème. C'est ce que même nous déplorons aujourd'hui dans la procédure des arrestations, aujourd'hui même au niveau de la police. Les policiers aujourd'hui, lorsque l'ordre est déjà donné, aller arrêter quelqu'un, c'est comme s'ils n'ont plus d'oreilles. C'est ça. C'est comme s'ils n'ont plus d'oreilles. Ils arrêtent, ils exécutent comme bon le semble. Alors que la loi veut, la Constitution même est en train de consacrer à l'article 17. La Constitution parle de la présomption d'innocence. Toute personne qui est accusée en justice, jusqu'à la preuve du contraire, il est encore innocent. Il faudrait qu'un traitement lui soit donné jusqu'à ce qu'il se trouve devant son juste naturel. Vous comprenez? Mais ce que nous remarquons aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Tout à fait le contraire. On arrête quelqu'un, on te tire comme un porc, on t'amène là-bas, on te torture. C'est que même il a causé la mort d'Olivier. On te vole même. On te vole même. C'est ce qui est un peu bizarre dans tout ça. Mais non, parce que la police a le droit de torturer par exemple les criminels ou bien une personne qu'on veut lui faire dire la vérité. Non, la police n'a pas ce droit-là. Mais quel genre de torture on peut infliger à une personne? La police n'a pas ce droit-là. Pourquoi? Déjà, ça frise, les textes qui consacrent le droit de l'homme. Vous comprenez? Et parce que la personne humaine d'abord est sacrée. Vous comprenez? La personne humaine d'abord est sacrée. Notre loi fondamentale déjà, vous voyez, est en train de bannir tous ces genres de comportements. Mais si la police est en train d'exceller dans tout ça, nous disons forcément c'est parce que nos lois ne sont pas bien appliquées au niveau de toutes ces instances-là. Vous comprenez? Au Congo, le problème, ce n'est pas les lois qui manquent. Mais c'est l'application. C'est l'application. Et qui doit appliquer la loi? N'est-ce pas le magistrat et les policiers? Vous comprenez? D'où je dis que la dévalorisation de ces agents-là qui travaillent. Il faut seulement essayer un peu aujourd'hui, nous essayons un peu de valoriser le travail que ceux-là sont en train de faire. Et puis qu'il y ait plus de sanctions dans ces secteurs. Déjà, je salue les condamnations de tous ces mondes qui ont concouru à la mort d'Olivier. En tout cas, coup de chapeau à la justice pour avoir enfin condamné tous ces mondes. Mais peine capitale. Peine capitale, il y a eu 10 ans pour l'OPJ et il y a eu des amendes de 80 000 $, si je ne me trompe pas. Très bien. Alors moi, je me dis, dans la formation de la police, il y a aussi un problème. Ne pensez-vous pas la même chose? Parce que pour recruter les policiers, apparemment, on ramasse des gens qui ont déjà excellé dans de criminalité, par exemple, du quartier. Et on dit, bon, allons-y quand même, va à la police parce que les parents sont fatigués de la formation de ces enfants. Alors, c'est la police, comme une poubelle qui ramasse tous ces mondes. Et c'est pourquoi il y a tellement de bavures policières. Bon, ici, moi, je dirais que les responsabilités sont partagées. Parce que l'État, c'est aussi nous. Vous comprenez? Alors, lorsqu'on dit que la police est en train de recruter, d'abord c'est nous, en tant que membres de famille, en tant que parents, nous renvoyons souvent des enfants à casse-tête à la police. Cet enfant que nous trouvons que, bon, voilà, à la maison, il ne fout plus rien, il est en train de voler. Il est trop têtu. Il est trop têtu, alors renvoyons-le à la police. Et quand il va à la police, une fois qu'il a, il a une arme, qu'est-ce qu'il fait? Il terrorise la population. Il devient encore terrible. Il devient encore terrible. Et lorsqu'on envoie cet enfant-là, va opérer une procédure d'arrestation, mais il va faire n'importe quoi. Il va faire n'importe quoi. Mais de l'autre côté, le jeune Olivier Ponga, paix à son âme, il a aussi une part de responsabilité, président. Vous ne pensez pas, parce que vous êtes aussi secrétaire général de la CEMA, vous encadrez aussi les jeunes, mais est-ce qu'il n'a pas une part de responsabilité dans ces dossiers? Une part de responsabilité par rapport au dossier dont nous parlons aujourd'hui. Parce que le fait aujourd'hui, moi je parle de condamnation par rapport aux homicides et tortures. Vous comprenez? Donc je pense que ces policiers ont répondu par rapport au fait qu'ils ont eu à commettre. Torture qui a causé la mort. Vous comprenez? Alors qu'est-ce que vous reprochez d'Olivier à ce stade? Il n'y a aucune plainte qui a été déposée par rapport à ça. On l'a arrêté.
Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a eu comme incompréhension. Là, on parle de problème des véhicules et des tout vols. consort, mais des vols, des véhicules, tout consort. Mais jusque-là, ça n'a pas été prouvé. Ça n'a pas été comme prouvé. qui dirait, vous avez aussi du pain sur la planche, vous, les encadreurs de jeunes. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de la nation, l'avenir de demain. Mais aujourd'hui, nos jeunes, est-ce qu'ils sont suffisamment encadrés pour affronter les réalités de la vie? Bon, ça, c'est un travail qui doit s'opérer à tous les niveaux. C'est un travail qui doit s'opérer à tous les niveaux dans nos familles. Nous, en tant qu'acteurs politiques aussi, et aussi dans nos écoles, universités, c'est vraiment un grand travail. Encadrer la jeunesse aujourd'hui, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce que cette jeunesse aujourd'hui, d'abord avec l'influence des réseaux sociaux, nous recevons beaucoup de choses, nous recevons presque beaucoup d'instructions, nous recevons aussi des directives contraires à ce que nous recevons aussi à la maison. Alors je pense que s'il faut dire, nous en tant que CEMAP, nous encadrons la jeunesse, c'est sur base des valeurs. C'est sur base de ces valeurs-là que nous disons inculquer à cette jeunesse. Voilà. Donc, vous organisez quand même des séminaires, des ateliers. Tout à fait, des formations. Des formations. Vous les orientez quand même à un travail, à des métiers pour qu'ils soient quand même occupés. Hein. Oui, je tiens aussi, par ici aussi, signaler que je tiens aussi une ONG qui est un centre pour la réintégration des valeurs. Et là aussi, nous tenons ce grand travail, nous faisons ce grand travail pour rééduquer la jeunesse. Parce que nous voyons aujourd'hui, il y a un bon nombre de jeunes aujourd'hui qui se lancent dans des pratiques qui sont vraiment contraires à la bonne vie et mœurs. Donc je comprends que si nous devons aujourd'hui, en tant qu'encadreurs de jeunes, nous lancer dans ce genre de formation, c'est tout simplement dire à cette jeunesse de plus faire ressortir les valeurs de ce pays. Ça arrivera petit à petit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il ne faut jamais vous lasser de fatiguer la jeunesse. Alors, d'encadrer la jeunesse plutôt. Alors, la justice, notre justice est toujours secouée. Vous avez assisté récemment au dossier à la liberté provisoire de... D'abord Matata Ponyo, on a parlé de Willy Bakonga, et puis on a vu aussi l'arrestation de l'ex-gouverneur qui a été relaxé par la suite. J'aimerais bien, vous avez dit quelque chose de très important par rapport à notre justice. Est-ce que notre justice est suffisamment équipée? Parce qu'on a vu lors de l'arrestation de l'ex-gouverneur du Bas-Congo, les policiers cherchaient même un véhicule pour transporter les détenus, ils cherchaient même une moto. Est-ce que notre justice est vraiment équipée? Peut-être cela était sorti à la va-vite. Bon, par ici, je répondrai par oui et non. Oui et non, oui. Pourquoi? Parce que si on doit se poser des questions, si notre justice est réellement équipée, il faudrait d'abord aussi recourir pour savoir cette justice à combien de pourcentage dans le budget de l'État. Ça, donc il faut créer un budget. Il faut créer un budget pour la justice, pour pouvoir alimenter cette justice. Parce que j'ai suivi autrefois, il y a eu même les responsables de cours et tribunaux qui s'est lamenté comme quoi ils n'étaient pas en fait dotés par l'État. Vous voyez, même pour acheter un rame de papier. C'est un problème. Même les stylos. Même les stylos, c'est un problème. Alors, même pour faire acter, appel au niveau de cours et tribunaux, c'est tout un problème, il faut payer. Or, en principe, la justice devrait elle-même se doter de tout cela. Vous comprenez? Donc, il y a beaucoup de problèmes qui existent par rapport à ce financement-là. Alors, pour le cas de l'ex-gouverneur du Congo central, bon, moi, je trouve qu'il n'a pas vraiment coopéré avec la justice. Il n'a pas coopéré, la justice est venue l'arrêter, mais sans véhicule. Il pouvait bien s'enfuir. Heureusement qu'il a été relaxé. Bon, à ces dossiers-là... S'il était musclé plus que les policiers, il allait s'enfuir. Non, il a fait pression. Il y a eu résistance. Il y a eu résistance. Et comme on dit toujours que
on ne fait pas bras de fer avec la justice. Oui. C'est ce qui a donné tout ce que vous avez vu là. Mais cette justice du monde doit être bien équipée. C'est ça le problème. Tout à fait. La justice Parce qu'il y a même des détenus qui sont fuis dans des prisons, là. Il y a même des détenus qui sont arrêtés sur des motos. C'est ça. Il y a même des détenus qui sont transportés sur des motos. Et je pense que c'est vraiment un grand travail. Le chemin est long. Oui. Le chemin est vraiment long pour voir cette justice être dotée de tout cela. Oui. Donc, c'est vraiment un travail. Et je pense que si le gouvernement peut aussi regarder dans ce sens-là, ça va beaucoup aider. Comment avez-vous apprécié les dossiers Matata Ponyo? Les dossiers Matata Ponyo, bon, en principe, en tant que juriste, je trouve que cette manière de faire est d'abord normale. Okay. Pourquoi? Parce que la Cour constitutionnelle, c'est une juridiction pénale qui ne peut que juger un Premier ministre en fonction. Okay. Alors que Matata Ponyo était un Premier ministre déjà sorti, il n'avait plus fonction, alors que les délais des juridictions cessent avec la fonction. Okay. Donc, ça veut dire que Matata Ponyo n'étant plus Premier ministre, il ne pouvait plus être jugé devant la Cour constitutionnelle. Donc, il devrait être jugé à la Cour de cassation, c'est ça? Devant son juge naturel. Si la Cour de cassation, c'est son juge naturel, en tout cas, il sera jugé. Mais c'est un problème qui se pose parce que la Cour de cassation va aussi se prononcer peut-être pour dire que non, Matata Ponyo en tant que sénateur, il n'a commis aucun crime et je ne sais pas le juger. Bon, je n'aimerais pas vraiment entrer dans le fond du dossier avant que un arrêt soit donné. Oui. Ici, j'aimerais seulement, en tant qu'analyste, j'aimerais seulement dire que devant la Cour de cassation, si la Cour de cassation estime que Matata Ponyo devrait être jugé devant elle, en tout cas, il sera jugé. Il sera jugé. Donc, moi, je me dis souvent, votre constitution là que vous détenez à cœur, là, apparemment, n'est pas finie ou bien n'est pas bien appliquée. Parce que la façon dont vous interprétez les articles, vous les juristes, c'est pas possible. Bon, aujourd'hui, nous avons aussi, madame, un problème. Nous avons aussi un problème. Oui. Nous, en tant que juristes, il y a cette souffrance du juridisme aujourd'hui. Okay. Il y a l'interprétation de la loi. La loi s'interprète aujourd'hui de par les appartenances politiques. Okay. Vous comprenez? Un clan peut interpréter une loi d'une manière ou d'une autre. Mais la Constitution reste la Constitution. Mais la Constitution reste la Constitution. Mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de mettre la Constitution au premier plan, comme la Bible? Mais c'est la loi fondamentale. Okay. Nous l'appelons la loi fondamentale. La Constitution reste la Constitution. Personne ne peut déroger à cela. Mais l'interprétation diverge d'une personne à une autre, d'un juriste, d'une école à une autre, c'est ça? D'une école à une autre, on peut le dire. Ok, très bien. Alors, on va parler aussi du dossier Bakonga. Comment avez-vous apprécié le travail de la justice dans ces dossiers? Bon, le dossier Bakonga, ici, j'aimerais simplement dire que la justice a fait un travail, mais c'est un dossier politique. Un dossier politique toujours. Donc la justice n'a pas fait son travail parce qu'il y avait la mainmise de la politique au-dessus. Il y avait la mainmise de la politique, c'est vraiment un dossier politique. Et déjà ici, j'aimerais dire que tous les dossiers de détournement, tous les dossiers de détournement, suivez même le rapport qui se donne jour et nuit. Vous remarquerez que 2 sur 3 seulement sont des dossiers qui... je peux dire, vont bon train, qui aboutissent. Ouais. Parce que la plupart des dossiers de détournement, nous voyons aujourd'hui les détourneurs être libérés. Parce que nous savons aujourd'hui, avec notre justice, la liberté provisoire, c'est un acquittement déguisé. C'est un acquittement déguisé. Et même ces détourneurs qui se voient aujourd'hui être libres ne payent pas les amendes. Vous comprenez? Ils ne payent pas les amendes. Donc, c'est pourquoi je dis que au Congo, les problèmes, ce n'est pas la loi qui manque, c'est l'application de la loi qui pose problème. Mais qui peut être derrière cette application, ce n'est pas vous les juristes? Oui, c'est nous les juristes. Mais en quelque sorte, c'est vous les juristes qui tuez même la loi? Non, les juristes ne tuent pas la loi. Les juristes ne tuent pas la loi. Pourquoi? Parce que chacun fait son travail. Moi, en tant qu'avocat, je pense que l'avocat est devant le prétoire, il fait son travail et les juges disent le droit. Vous comprenez? Si les juges disent mal le droit, alors c'est pourquoi il y a la cassation, il y a l'appel, il y a tout cela. Et nous pouvons aller en appel pour pouvoir voir ce droit être bien dit. Alors, on va terminer, M. Maurice, avec le dossier Caméré. Parce que vous avez dit que ces détourneurs-là ne finissent pas par payer les amendes. Tout à fait. Le dossier Caméré, comment avez-vous apprécié cela?
On parle de langage juridique. Comment faites-vous apprécier le travail de la justice par rapport à ces dossiers? Les dossiers Vital Kamerhe, bon, moi, j'aimerais seulement ici dire la liberté est la règle et la détention est l'exception. C'est-à-dire, moi je ne suis pas juriste. La détention la liberté est la règle, la détention, c'est-à-dire toute personne a droit d'être libre. Okay. Vous comprenez? Oui. Il a droit de circuler librement, mais lorsqu'on l'arrête, ça fait exception à la règle qui est la liberté. Vous comprenez? Et Matata Mponyo, Vital Kamerhe, en tant que citoyen congolais, a droit à cette liberté. Et la loi consacre à tout Congolais de pouvoir demander cette liberté. Il a demandé cette liberté et la justice a accordé cette liberté. Qu'est-ce que nous pouvons et les raisons qu'il avait avancées étaient quand même normales pour être libéré. Bon, je n'aimerais pas vraiment ici entrer dans la motivation. Mais en tant qu'avocat. En tant qu'avocat, s'il faut entrer dans la motivation, il était d'abord malade, il semblerait qu'il était malade et que cette liberté a été accordée parce qu'il était malade. Alors, quoi de plus normal de voir M. Vital Kamerhe être libéré? Donc, la justice à 2 poids, 2 mesures n'existait pas en RDC selon vous? La justice à 2 poids, 2 mesures n'existe pas en RDC. Je dirais oui, je dirais non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons un long chemin. Nous avons un long chemin à parcourir par rapport à cette justice. Il y a encore la même mise des politiques. Malgré l'état des droits. Malgré l'état de droit. Nous voulons cette justice qui se veut être indépendante. Mais nous avons encore un long chemin à parcourir. Parce que nous avons aujourd'hui des affaires qui se règlent par coup de téléphone. Nous avons aujourd'hui des affaires qui se règlent par instruction seulement. Et nous voyons aujourd'hui les accusés être libérés. Nous voyons aujourd'hui des décisions être prononcées au détriment même de la personne qui se voit dans ce droit. Vous comprenez? Et tout ça, moi j'ai toujours dit, j'ai même proposé autrefois, j'ai dit que la solution à tout ça, c'est pourquoi? Parce que vous remarquez, madame, les magistrats aujourd'hui sont nommés par les politiques. Les magistrats sont nommés par les politiques. Donc, il y a une sorte de redevance morale. Vous pensez? Oui, je pense à cela. Normalement, il fallait que les magistrats soient comment alors? Je proposerais même que les magistrats soient votés entre eux. Et les magistrats aussi? Oui, les magistrats peuvent aussi être votés entre eux. Par le Conseil supérieur de la magistrature, si ces magistrats peuvent être votés par... c'est une proposition que vous donnez. C'est une proposition que je donne. Parce que, remarquez aujourd'hui, ce sont les politiques aujourd'hui qui nomment ces magistrats. Vous me nommez aujourd'hui, madame, et que vous me demandez un service. Puis-je refuser? Non. Parce que si vous êtes là, c'est à cause de moi? C'est à cause de vous. Vous comprenez? Donc, c'est ce genre de liaison qui existe entre l'appareil judiciaire et les politiques. Et du coup, s'il faut aujourd'hui scinder le pouvoir judiciaire et la politique, c'est vraiment un grand travail. Heureusement que le chef d'État a promis de sanctions et de remettre tout à sa place par rapport à la justice. Les sanctions seules ne suffisent pas, madame. Les sanctions seules ne suffisent pas. Il faut vraiment de vraies réformes profondes au sein de la justice. Parce que vous remarquez aujourd'hui même que ces vieux magistrats qui existent jusqu'à aujourd'hui, ils ne sont pas retraités. Ils ne sont pas retraités. Nous l'avons vu avec l'Ancien Régime, comment est-ce qu'ils ont essayé de retraiter ces vieux magistrats. Mais aujourd'hui, ils sont encore là. Il faut essayer un peu de rajeunir aussi l'appareil judiciaire. Vous pensez que les jeunes auront de l'expérience? Les jeunes souffrent de ce challenge-là. Vous comprenez? Alors, les jeunes aujourd'hui, dans la justice, ça sera aussi un coup de fouet. Un coup de fouet. Très bien, Monsieur Maurice, vous allez donner votre conclusion. Qu'est-ce qu'il faut pour que l'appareil judiciaire congolais soit réellement un appareil justiciable? À cela, j'aimerais seulement conclure en disant que pour que cet appareil judiciaire congolais puisse bien faire son travail, il faut d'abord que la conscience congolaise d'abord fonctionne. Des magistrats ou des Congolais? Des magistrats. Il faut que ce magistrat, lorsqu'il se trouve devant un dossier judiciaire, qu'il puisse d'abord travailler en âme et conscience, sans pression, sans contrainte. Mettre de côté celui qui a les moyens. Mettre de côté celui qui a le moyen. De côté l'argent. Mettre de côté l'argent. Faire ne du pas bénévole toujours un peu comme voir l'argent à tous les coups. Oui. Parce qu'aujourd'hui, il suffit seulement de voir un magistrat
tomber dans un dossier, il commence à feuilleter, compulser les dossiers pour voir où est-ce que je peux trouver de l'argent. Okay. C'est ça le problème. Et si ces magistrats doivent travailler en âme et conscience, la justice va avancer. Merci beaucoup, Maître Maurice Banza. C'est une exhortation pour notre justice. Merci, madame. Vraiment, merci. En tout cas, bon vent à la dynamique Justice pour tous. Merci. Vous avez une très bonne volonté, en tout cas, d'aider les Congolais. C'est quelque chose à encourager. Et bon vent aussi à la CEMAP, c'est ça? La coalition des mouvements associatifs. Donc, c'est déjà un bon vent. Merci. Qui s'annonce ici en RDC. Question de nous adhérer, hein, mouvement citoyen qui se met ensemble, au lieu de faire tout le temps de marche, de soutien, marche ceci, il y a marche telle, il y a des morts, et c'est vraiment regrettable. On parle aussi des Rossi Mukendi, on parle de beaucoup de gens qui ont succombé dans ces marches-là. Il faut aussi conscientiser les jeunes autrement. Merci, M. Maurice Banza, d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Madame, Messieurs, merci. En tout cas, c'était votre magazine autour des questions d'actualité, votre magazine de la rédaction. Nous avons eu l'insigne honneur de recevoir pour vous ce soir Monsieur Maître Maurice Banza. Il est président de la dynamique Justice pour tous et puis secrétaire général de la CEMAP. On a essayé d'analyser notre justice, l'appareil judiciaire congolais. Vous avez suivi, il a parlé précisément du dossier Olivier Punga. Il a donné son point de vue. Et par rapport à la justice, j'espère que vous avez pu retenir quelque chose. Je dis merci à Lazek Makoukoula et à Rigen Mbala. On va se retrouver très prochainement. À très bientôt. Bye bye.